Un petit peu. Mesdames et messieurs, chers amis de l'Alliance, c'est avec infiniment de plaisir que nous recevons ce soir un écrivain de la jeune génération, Youssef Amin Alami. Je ne sais pas si je dois le présenter, parce que certains d'entre vous le connaissent déjà, pour avoir lu son premier roman, Un Marocain d'ailleurs. C'est un roman qui était en fait un véritable best-seller. C'est acquis et s'acquiert encore un nombre croissant de lecteurs. Alors cette fois, Youssef Amin récidive, il vient de nous surprendre avec un deuxième roman, Les Clandestins. Je voudrais saluer notre président qui vient d'arriver, monsieur. Voilà, donc il vient de publier un deuxième roman, Les Clandestins. Et je vais essayer de vous présenter ce roman. Je vais faire une sorte de lecture apéritive, incitative. Et loin de moi, bien entendu, l'idée farfelue de prétendre à l'exhaustivité, parce que c'est un thème qui foisonne de thèmes, qui foisonne de personnages. Je commencerai tout d'abord par l'image sur la couverture. Et je voudrais que vous partagiez avec moi quelques interrogations. Alors cette image qui représente les yeux, alors est-ce que ce sont les yeux de l'auteur? Alors moi personnellement je me suis posé cette question. Est-ce que ce sont les yeux du narrateur qui voit et raconte l'histoire? Et est-ce que ce sont les yeux d'un personnage témoin? Parce qu'effectivement, à la lecture du roman, il y a un personnage témoin, et Youssef va tout à l'heure confirmer. Et si c'était les yeux de la mer, l'océan? La mer, parce que dans ce roman-là, Youssef se livre à une sorte d'anthropomorphisme de la mer. Et je pense que la lecture, seule la lecture de ce roman, va peut-être nous fournir quelques éléments de réponse, et aussi nous allons profiter de la présence de Youssef pour lui demander d'expliquer un petit peu ce mystère. Et puis aussi, moi j'ai vu dans les yeux, j'ai vu un photographe. Alors est-ce que c'est le personnage aussi, parce qu'il y a le personnage d'Alvaro, si je ne m'abuse, dans le roman, c'est un photographe. Voilà, donc je me suis posé ces questions-là, et juste après, j'ai interrogé le titre, Les Clandestins. Alors, au début, j'ai fait une hypothèse de lecture. Je me suis dit que Youssef allait traiter de la question un petit peu comme les médias, c'est-à-dire verser dans les lamentations, les apitoiements, mais la lecture m'a donné complètement tort. En effet, les clandestins, ce n'est que le thème, que le prétexte, un prétexte pour parler d'autres thèmes. C'est le thème, l'hyperthème ou le thème fédérateur, sur lequel sont venus se greffer d'autres thèmes tout aussi intéressants. Je pourrais citer à titre indicatif, parce que le roman, vraiment, il foisonne de thèmes. Le thème de la prostitution à travers le personnage de Zeynep, qui était la maîtresse d'Alvaro et qui ont donné naissance à un enfant, Omar. Ce thème de la prostitution est illustré aussi à travers le personnage de Lvatoul, la femme de Slim. Il y a aussi le thème des chômeurs diplômés, à travers le personnage d'Abdou. Et ce thème, encore une fois, l'auteur l'a abordé, mais
pas du tout sur un ton pleurnichard. Non, loin s'en faut. Et il y a quand même le personnage, il est très optimiste, il garde de l'espoir, il a même vécu une histoire d'amour avec une jeune diplômée. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire d'amour, c'est que les personnages ne se sont pas parlés. Et il y a une communication par télépathie. Et à un moment donné, Abdou sentait qu'ils étaient, et là j'emprunte carrément l'expression de Youssef, et ils sentaient qu'ils étaient liés, unis par des liens sacrés du chômage. Et puis donc, à travers ce personnage, il y a aussi un autre thème qui est abordé, c'est le thème des aberrations de notre administration, parce qu'un jour, Abdou a reçu une affectation en tant qu'instituteur dans une région du Sud. Il était content, vous croyez que son calvaire allait se terminer. Après un long et pénible voyage, il s'est rendu sur les lieux, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Une pierre inaugurale. Et lorsqu'il a demandé l'école, on s'est payé sa tête, carrément. Là, vous allez me permettre de citer ce passage. Alors, c'est Youssef Amin qui fait dire à son personnage Abdou, je n'avais vu des écoles dans ma vie, mais comme celle-là, jamais. Une pierre inaugurale, que des officiels sont venus déposer un jour, et que l'on a pris soin de filmer pour que les autres, devant leur poste, apprécient les efforts du ministère de l'Éducation, bien entendu. Ensuite, on a oublié de construire l'école. Je vérifiais mon affectation. Quelqu'un l'avait pourtant signé. Quelqu'un qui avait oublié qu'on avait oublié de construire l'école. Une remarque sur les personnages de ce roman. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un roman qui fourmille de personnages. Il y a les noyés, Jafar, Salah, Habib, Radouane, Zouhir, Abdou, Moulay, Islam, Sharaf, un personnage témoin, Omar, et la liste ne s'arrête pas là. Et l'auteur le dit lui-même, le narrateur plutôt, le dit lui-même à la fin du roman, il dit que la liste reste ouverte au lecteur, et qui pourra inscrire les noms de ceux que la mère engloutit chaque jour. Moi, personnellement, en tant que lecteur, je l'ai fait. J'ai inscrit des noms d'élèves dans un lycée à Salé qui s'étaient noyés il y a quelques années. Et puis, en lisant ce roman, j'ai eu une pensée, sincèrement, pour ces élèves. Le personnage principal dans ce roman, je ne sais pas si Youssef va en convenir, c'est la mer, l'océan. Et Youssef, il donne des attributs humains à la mer. Donc, il entretient une sorte d'équivoque, d'ambiguïté entre la mer, l'océan, et la mer nourricière. Et pourquoi cet équivoque? Moi, je pense, ça c'est une interprétation personnelle, je pense que c'était pour atténuer le drame des personnages qui allaient certainement à leur perte. Et donc la mère regarde, elle parle avec des mots bleus, elle exécute sa danse ancestrale, toujours la même, un pas devant, un peu derrière. Elle a une bouche, une langue pour lécher les pieds de Omar. Elle chantonne à Salah, tout en le versant. Lui qui a voulu la voir progressivement. C'est une scène vraiment extraordinaire qui m'a vraiment touché. Salah, c'est un personnage qui voulait absolument voir la mer. Hein. Et chaque jour, il allait à la mer et il plongeait ses mains comme ça pour essayer d'en venir à bout un jour afin de traverser à pied. Et puis ce personnage-là, le geste de ce personnage m'a fait penser à des personnages de la mythologie grecque. C'est les Danaïdes qui étaient condamnés à remplir tout au long de leur vie un tonneau sans fond. Donc le geste de Salah et le geste de Danaïde. Une remarque sur la narration. Moi je trouve que la narration est vraiment très attachante. Pourquoi attachante? En ce qu'elle s'apparente à celle du conte. Dès le début du roman, vous allez voir qu'il commence par une formule incantatoire. Il était une de ces fois, une petite fille avec des yeux, je ne vous dis pas.
et un sourire. Je vous dis quand même, il faut signaler aussi la pluralité des niveaux narratifs, et qui rappelle aussi la structure des contes, et notamment les histoires des mille et une nuits. Dans les histoires des mille et une nuits, nous avons une sorte d'emboîtement ou d'enchaînement, d'enchâssement des récits. Je pense qu'il y a parmi nous un professeur spécialiste dans la matière, c'est M. Alaoui, que je remercie de sa présence. Il va peut-être nous confirmer dans cette optique. Dans les mille et une nuits, nous trouvons une sorte d'emboîtement, d'enchâssement de récits. Shahrazad, par exemple, raconte, que le tailleur raconte, que le barbier raconte, que son père raconte. Dans les clandestins, on remarque d'abord une sorte de récit primaire, ou récit premier, assumé par un narrateur. Et ce narrateur qui présente ses personnages, et les personnages à leur tour deviennent des narrateurs. Donc nous avons plusieurs niveaux de narration. Et ça, c'est vraiment une particularité de ce roman. C'est une technique qu'on trouve aussi chez Benjelloun, c'est une technique très chère aussi à Benjelloun, depuis son roman Harouda jusqu'au dernier, Le labyrinthe des sentiments. Je sais que Youssef n'aime pas ce genre de rapprochement, je me permets quand même, parce que lui, il a une conception un peu spéciale de l'écriture. Lorsqu'il écrit, il le fait avec une gomme. Hein. Mais nous avons une conception. Moi, je ne lis pas avec une gomme, mais je lis sur un palimpseste. On dépasse le palimpseste, mais il y a toujours une trace qui reste. Dans le dernier chapitre, la fiction du roman tend à disparaître au profit d'une narration directe, où le narrateur présente ouvertement son récit comme œuvre littéraire, en interpellant le lecteur. Ça, on le constate à la fin du roman, et donc il y a un narrateur qui s'adresse directement à son narrateur, en l'occurrence le lecteur. Je constatais que cette technique est aussi présente dans le premier roman Un Maroc à New York, notamment dans le dernier chapitre. Le narrateur se présente ouvertement comme un écrivain en train d'écrire sur New York. Donc là, c'est un peu le rapprochement entre les deux romans. Bien entendu, il y a une différence entre, là, j'ouvre une petite parenthèse, je fais une petite comparaison entre le premier roman et le deuxième. Au niveau du premier roman, il y a un seul narrateur, on n'a pas une pluralité de narration. Donc nous avons un seul narrateur, et Youssef il là peut-être pour confirmer ou pour infirmer. Je vous cite le dernier passage où le narrateur se présente son récit comme œuvre littéraire. On aurait pourtant aimé sortir de cette histoire, comme on sort d'un film, le cœur serré. Mais avec la consolation, et pas maigre celle-là, pas maigre du tout, que ce n'est qu'un film après tout, et que si nous l'avions voulu, nous aurions même pu, en appuyant sur une de ces touches, faire un arrêt sur image. Disons, juste avant que nos personnages n'embarquent sur ce maudit rafio qui serait resté à sec, avec tous ces hommes à le pousser, la lune à le regarder, le sable à le freiner, et lui qui n'avancerait pas, tant que notre doigt ne l'aurait pas libéré. Seulement, voilà, on ne triche pas avec les livres. La narration se caractérise aussi par le procédé de la mise en abîme. La mise en abîme, ça veut dire le procédé du récit dans le récit. Donc, il y a le même récit et qui est vu à travers des angles différents. C'est un peu comme la technique cinématographique. Donc la même scène qui est vue à travers les yeux de plusieurs personnages. Et on peut donner l'exemple du récit du bateau qui résiste de tout son poids, le récit de Moulay Aslan, et qui est carrément dans le roman, c'est un conteur. Hein. Le style. Alors, une remarque sur le style du roman. Moi, j'ai relevé les variétés de registres. L'auteur passe du niveau recherché, châtié, au niveau le plus relâché.
Par exemple, dans le récit assumé par le narrateur, parlant de Zuhir le muet, c'est un personnage qui ne parle pas, et il y a des raisons pour des raisons qui sont expliquées dans le roman. Alors, dans ce récit-là, le style est vraiment recherché, mais lorsque des personnages comme Ja'far ou Ouslim prennent la parole, alors leurs propos relèvent vraiment d'un niveau de langue familier, à la limite même de la correction. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que ça correspond à leur statut. Ce sont des analphabètes. Et puis concernant le style, moi ce qui m'a vraiment frappé, émerveillé, c'est sa poésie. Et plus particulièrement dans un passage où le narrateur parle du personnage de Shama. Alors Shama dont il essaie de traduire la beauté. Mais il essaie, mais les mots lui échappent, les mots se dérobent, ils sont réfractaires. Je vais vous citer ce passage pour en juger vous-même. Shama était, l'auteur met 3 points de suspension, il ne trouve pas le mot pour la qualifier. Quand tu voulais parler de cette femme, tu commençais par dire « elle est ». Et tu ne pouvais plus continuer. Et tu te taisais. C'est fou. Tu avais beau chercher partout, dans ta tête, dans les mots que tu portes en toi. Tous lui allaient trop petits ou trop grands. Jamais à sa taille. Et des mots pour elle, il n'y en avait pas. Tu restais là à chercher. Et ça pouvait durer toute la nuit, quelquefois. Tu passais des heures dans le noir, à enfiler les mots, l'un après l'autre, comme de petites perles. Et le lendemain, tu commençais par dire « elle est ». Tu ne trouves jamais le mot pour dire sa beauté. Et au moment où tu voulais les lui faire porter, les mots glissaient, se dérobaient comme des perles. Bien, encore une fois, je vais faire un petit rapprochement, j'espère que ça ne va pas vous agacer. Alors, ce passage me fait penser à un très beau poème de Verlaine, mon rêve familier, où Verlaine parle, essaie justement de traduire la beauté, de définir la beauté de sa bien-aimée. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-elle brune, blonde rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore. Moi, je pense que le nom de Shama est aussi doux que celui de la femme de Verlaine. Bien, alors, en guise de conclusion, je dirais tout simplement que ce roman va certainement faire florès, en raison d'abord du thème abordé, ou plutôt de la manière d'aborder le thème. Et surtout de la technique narrative qui s'apparente, et ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est la technique narrative s'apparente aussi à celle du scénario d'un film. On a l'impression qu'il s'agit d'un scénario, et moi j'espère qu'un jour, sincèrement, il sera porté à l'écran, parce que l'écriture vraiment s'y prête, et j'espère aussi qu'il ne va pas subir le même sort que le roman de Tahar el-Jilloun, La prière de l'absente. Il y a quelques années, un cinéaste marocain a fait l'adaptation de La prière de l'absent, et vous avez vu certains mineurs qui ont vu le film, et c'était vraiment raté. Bien, alors je dirais aussi que Youssef Alami, avec ses romans, va certainement contribuer à enrichir le palmarès de l'écriture marocaine avec d'autres écrivains de sa génération. Je ne sais pas si je peux me hasarder, je ne suis pas un spécialiste, je suis un lecteur. Si on peut parler d'une jeune littérature actuellement, avec des noms comme Youssef Alami, l'auteur de l'autre qui a écrit les noms du topographe et oui, Fouad Laroui, je ne sais pas donc, mais je pense que les contours de cette littérature commencent à se dessiner avec justement une thématique ou une nouvelle ou une manière d'aborder cette thématique. Avec Fouad Laroui, nous avons le thème de l'individu, qui traite dans son roman, oui, méfiez-vous des parachutistes. Et puis, ce qui caractérise aussi cette nouvelle génération, c'est l'émergence de l'écriture féminine. Et
Monsieur Alaoui est un spécialiste, il peut peut-être nous toucher un mot. Voilà, donc pour ne pas sincèrement gâcher la saveur de la lecture de ce roman par excès de commentaires, alors je vais céder la parole à notre écrivain Youssef Labi. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Donc je voudrais d'abord m'excuser d'être arrivé en retard et je remercie M. Alami d'avoir bien voulu accepter d'animer cette rencontre et aussi notre ami Zahri. Moi, je ne suis pas donc un spécialiste de ces choses, mais je voudrais quand même dire quelques mots de ce livre. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié, et ce que je peux en dire, c'est que en réalité c'est un livre, si vous voulez, piégé. Un livre piégé dans ce sens que les apparences sont tout à fait trompeuses à tous les points de vue, à tous les niveaux. Pardon ? Ah, je dois parler plus fort. Donc je disais qu'à mon avis, ce livre est un livre en quelque sorte piégé. Pourquoi je dis ça ? Parce que, bon, quand vous lisez, évidemment, quand vous prenez le titre, justement, nous sommes en plein dans cette actualité des clandestins, où tout le monde a entendu parler de cette horrible tragédie de ces Chinois qui sont morts dans un camion frigorifique. Donc, on s'attend à avoir un récit pareil. Le dernier article de Tahar Ben-Jelloun dans l'Express parle justement des clandestins, de la tragédie des clandestins, de ce détroit de Gibraltar qui est devenu un cimetière marin, etc. Mais en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si ces gens-là sont clandestins, ils sont clandestins autrement. Parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ont peut-être voulu partir, ils sont partis, mais ils ne sont jamais arrivés nulle part, et donc ils ne sont pas clandestins. S'ils sont clandestins, ils sont clandestins dans leur propre vie. Ils sont clandestins dans leur propre pays, dans leur propre société. Ce sont des laissés pour compte, en quelque sorte, chacun à sa manière, et c'est de cette clandestinité, je pense, qu'il s'agit, enfin, à mon avis. C'est comme ça que j'ai lu le livre, c'est cette lecture que j'ai eue de ce livre. D'un autre côté, le sous-titre, si vous voulez, l'intitulé du livre, il est mis sous le sigle de roman. Ce n'est pas du tout un roman, c'est d'abord un long poème en prose, à mon avis, et ensuite, si j'ai bien saisi, c'est une espèce de mémoire d'outre-tombe d'un certain nombre de personnages. Pratiquement tous les personnages parlent de l'au-delà. Ils sont déjà morts et ils expriment la manière dont ils ont vécu et la manière dont ils sont morts. Et évidemment, au centre de tout cela, il y a l'océan qui les a tous avalés, l'océan qui les a avalés et qui les a rejetés, recrachés. Donc, pour moi, il faut prendre ce livre. Peut-être qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, j'ai eu ce niveau de lecture. Je ne sais pas s'il est celui de l'auteur ou non. Ça ne fait rien, même si ce n'est pas le point de vue de l'auteur. Ça a été le mien. Et j'ai bien aimé avoir cette vision de ce livre. Et j'espère que vous l'apprécierez autant et que vous l'avez apprécié autant si vous l'avez lu et quand vous l'avez lu. Voilà, merci. Alors, je voudrais enchaîner un petit peu sur ce que vous venez de dire. Effectivement, les clandestins, déjà comme titre, est un petit peu trompeur. Et il ne s'agit pas des immigrés clandestins, il s'agit des clandestins. Et vous avez justement rappelé que ces gens-là, et c'était tout à fait mon intention dans le livre,
ne cherchent pas, n'aspirent pas à la clandestinité, c'est-à-dire à devenir des immigrés clandestins, mais au contraire à sortir de leur clandestinité. S'ils cherchent à partir, c'est parce qu'ils sont déjà clandestins chez eux. C'est des gens qui ne sont pas reconnus. Chacun vit sa clandestinité à sa manière. La femme enceinte d'un enfant clandestin, quelqu'un qui habite dans les habitats clandestins, qui n'est pas reconnu, l'autre qui a un diplôme mais qui ne lui sert à rien et qui est obligé de vivre dans une certaine forme de clandestinité, un autre qui a une petite déformation sur le visage et qui est serveur dans un café et qui est clandestin parce qu'il est là mais personne ne le regarde, il passe son temps à regarder les femmes et ne pas le regarder. Donc chacun vit une certaine forme de clandestinité. Et c'est vrai que, encore une fois, ces gens cherchent à sortir de leur clandestinité et non pas à devenir immigrés clandestins. La clandestinité, pour justement souligner ce concept, je l'ai poussé même un peu plus loin, parce que l'un des personnages, en l'occurrence Slim, pour des raisons que je n'expliquerai pas, puisqu'il explique sa petite histoire et il ne faudrait pas que je dévoile un petit peu son secret, Slim, avant d'embarquer sur cette petite embarcation bleue, un soir donc de pleine lune, va acheter des pommes et les embarquer avec lui dans un panier à fruits, des pommes et pas autre chose, parce que, bon, ben, c'est des pommes, et on connaît un petit peu toute la symbolique de la pomme, avec tout l'épisode de la tentation, dans le jardin de l'Éden. Et lui, bon, il a perdu son boulot, et puis il se dit que, ma foi, il comprend cet homme, Adam, là-haut, il le comprend. Il comprend pourquoi il a croqué la pomme. C'était pour avoir du boulot. Donc, travailler pour survivre, ce n'est plus une punition de Dieu, mais au contraire, une bénédiction. Et lui, il dit que si moi je pouvais retrouver mon travail, eh bien, je passerais ma vie à manger des pommes. Seulement l'ennui, c'est que ces choses-là, ça n'arrive qu'une fois, et toujours quand tu n'es pas là pour en profiter. Il prend les pommes parce qu'il se dit que peut-être, avec ces pommes, la présence de ces pommes, eh bien peut-être que de l'autre côté de la Méditerranée, il trouvera du boulot, il trouvera du travail. Seulement dans l'une de ces pommes, il y a un autre clandestin, qui est un petit ver, qui embarque, non pas, donc, non pas avec Slim, mais dans une pomme, qui elle-même embarque dans un panier, qui lui-même embarque dans la petite embarcation bleue, sur une mer agitée. La clandestinité, comme je l'ai dit, prend plusieurs formes. L'idée, peut-être un petit mot sur la genèse du livre, un petit peu ce qui m'a donné l'idée. L'idée m'est venue il y a quelques années. Je n'avais pas encore écrit un Marocain à New York. Et j'étais tombé sur un article. À l'époque, ces articles se faisaient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que chaque jour, on trouve ce type d'informations. Des jeunes qui sont noyés, asphyxiés, rejetés par la mer, etc. À l'époque, c'était quand même plus ou moins exceptionnel. Et c'était pas un article, c'était un filet dans un journal. Et dans ce filet, on rapportait qu'un certain nombre de jeunes Marocains avaient été retrouvés noyés au large d'une petite plage au nord du Maroc. Et ce qui m'avait frappé, et qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que dans le traitement de cette information, il y avait un traitement d'ordre purement statistique. On avait donné le chiffre, c'est-à-dire le nombre, je ne me souviens plus du nombre exact, on avait dit par exemple 18 personnes retrouvées, etc. Et on avait fait une espèce d'addition macabre en disant ce qui rapporte le nombre total des jeunes retrouvés noyés depuis le début d'année à tant. Donc vraiment, c'est véritablement une information d'ordre statistique. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Et moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais ces gens-là, ces chiffres, c'est quand même... C'est des personnes avec un passé, avec une histoire, avec un affectif. Et je me suis dit, un jour peut-être, il faudrait en parler. Mais en parler cette fois-ci, non pas comme on en parle,
dans la presse, c'est-à-dire véritablement, bon, comme on parlerait de la guerre. Lorsqu'on parle de la guerre dans les médias, bon, ben, on donne le nombre de victimes et le nombre de blessés, c'est-à-dire c'est des chiffres. On ne vous dit pas XY, on ne dit pas Sharaf, Eldou, Slim, Shama, on ne dit pas ça. Lorsqu'on parle de la faim dans le monde, on vous montre des images, bon, de petits enfants en Éthiopie, en Somalie, mal nourris, et ça se limite à ce type de représentation. Évidemment, le danger, le grand danger. Bon, je dis, la dimension humaine est absente. La littérature, je pense qu'à travers la littérature et la fiction, on peut ajouter à tout cela une certaine dimension humaine, toucher à la fiction. Le risque, évidemment, c'est parce que, a priori, bon, des clandestins, tout le monde parle de ça, c'est un sujet d'actualité, alors bon, bah, c'est un peu facile. On a un public qui est déjà un petit peu sensibilisé, lorsqu'on parle des clandestins, tout le monde en a entendu parler, donc c'est un petit peu facile. Et pourtant, j'avais conscience, en écrivant ce livre, que ça serait particulièrement difficile. Précisément parce que les gens ont une certaine idée de ce qui se passe, ont une certaine idée de cet événement, enfin de ce phénomène de clandestinité. Et le piège dans lequel je ne voulais pas tomber, et je vous remercie de vous me rassurer lorsque vous dites que bon, ben, et si vous allez de même, je ne voulais surtout pas faire dans le mélodrame. Parce que dès qu'on parle, bon, dès qu'il y a des victimes de la mer qui sont rejetées, etc., noyées, etc., bon, on tombe tout de suite dans le mélodrame. C'est-à-dire ça fait un petit récit un petit peu pleurnichard, où bon, on essaye de faire pleurer les gens sur le sort de ceci, cela, et ça tourne très très vite à un espèce de feuilleton mexicain, vous voyez, c'est-à-dire très vite. Et ça, c'est vraiment le grand danger. Alors comment parler finalement d'un événement qui est en soi extrêmement tragique, mais en même temps avec suffisamment de recul et de détachement. Donc, faire un petit peu cela. Eh bien, je reviens à un autre exemple pour vous expliquer un petit peu mon approche. Lorsqu'on a montré l'une des grandes tragédies de notre temps, dans un pays un monde plutôt, un monde d'abondance, jamais il n'y a eu autant de richesses dans le monde. Et dans un pays comme ça, nous avons des gens qui choisissent de partir au péril de leur vie, de risquer véritablement leur vie, pour aspirer à un monde bon. Et souvent, c'est pas aspirer à devenir ministre de l'autre côté, hein, c'est juste gagner un bout de pain. C'est vraiment un minimum, quoi. Le minimum vital. Et bien, dans la représentation, à titre d'exemple, de la famine en Afrique, lorsqu'on voit les reportages, la première fois, et là je parle de ma propre perception des choses, comment j'ai perçu cela, déjà de l'époque de l'Éthiopie et de la Somalie, la première fois, on est choqué, on est touché, on est bouleversé. La deuxième fois, on est un petit peu moins. Et au bout d'une semaine, 15 jours, eh bien, on voit défiler des images d'enfants, bon, comme ça. On les voit, et à la limite, ça devient presque agaçant. On se dit, bon, ben, on est à table, on est en train de manger, on nous passe ces images. Bon, ben, on a vu ça hier, on a vu ça avant-hier. Un petit peu comme ces images du Liban qui nous touchaient tant, et qui, au bout de 10 ans, bon, bah, c'est devenu, on avait l'impression que c'était une représentation théâtrale, que les gens venaient là pour être filmés par les caméras de la télé. On avait perdu le sens de la réalité des choses. Un petit peu comme l'intifada. L'intifada, la première fois, disait des enfants qui tirent avec des pierres et puis qui reçoivent des balles réelles parfois. Enfin, et au bout d'un certain moment, l'image se banalise. Pour amener les gens à contribuer, à donner de l'argent pour lutter contre la famine dans le monde, enfin en Afrique noire en l'occurrence, il y a eu un petit film
que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Je vous explique un peu ce qu'ils ont fait pour mieux comprendre ce que j'ai essayé de faire. Ce qu'ils ont fait, c'est... Ils ont pris ces images qu'on a l'habitude de voir, de ces petits enfants essayant désespérément de progresser, même pas d'avancer. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une bande son complètement différente et complètement inattendue. Alors on voit ces petits enfants se traîner comme ça, petits enfants d'Afrique noire, qui ont faim, qui sont menacés par la famine, par la mort. Et on a mis une petite musique joyeuse, pour enfants précisément, la danse des canards. Alors on connaît cette espèce de truc coin, bon. On joue pour amuser les enfants et parfois même certains adultes s'amusent à danser sur ce type de musique. Mais il est vrai que lorsqu'on voit ce petit film, eh bien on a l'impression de voir ces images pour la première fois. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des images comme ça. Et lorsqu'on voit ces enfants se traîner, eh bien, la danse du canard, on a l'impression qu'ils sont en train de... Et à la fin, on vous dit, très simplement, est-ce que la musique vous dérange? Alors on l'écrit comme ça. Qu'en est-il des images? C'est vrai là on réalise, on se dit, tiens, mais c'est vrai, ce qui me dérangeait, c'est la musique. Et en fait, c'est pas la musique qui nous dérange, la musique, c'est une musique joyeuse, comme on peut en écouter dans une crèche, par exemple. Mais en fait, ce qui devrait nous déranger, ce sont des images. Comment se fait-il qu'on devient sensible à cette chose-là? Eh bien, parce qu'on a créé un décalage, précisément, et parce qu'on a créé une espèce de défamiliarisation. Les gens sont familiers, il y a des images qu'on a l'habitude de voir. Si vous me montrez la même image pour la énième fois, je finis par ne plus la voir. Si vous prenez la même image et que vous y superposiez une musique différente, ou que cette image, je change d'angle de caméra, par exemple. J'ai l'habitude de voir quelque chose d'une certaine manière. Je ne sais pas, on prend un président de la République, okay? On a l'habitude, dans un discours officiel, de voir un président de la République, selon un certain cadrage, avec un certain angle de la caméra. Si je change cet angle de la caméra, eh bien, c'est vrai que je peux donner à voir ce personnage autrement. Je peux le rendre plus ridicule, je peux le rendre plus autoritaire, je peux le rendre dictateur, carrément. Il suffit de faire une grande contre-plongée, je pose ma caméra en bas du sujet, et il va apparaître grand, un petit peu arrogant, un petit peu... Vous voyez? Donc c'est vrai que tout dépend de ce qu'on donne à voir. Et en essayant justement d'aborder le sujet de la clandestinité, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire parler de finalement ce phénomène de clandestin, etc., etc. Mais à chaque fois, eh bien je mettais la caméra là où, normalement, on ne devrait pas la mettre. Je laissais entendre une petite musique là où on s'attendrait à une musique différente. Je mettais une petite scène à un moment tragique où des personnages ont très peu de chances de survie. Il fait noir, il fait froid, il s'accroche uniquement à une espèce de planche à la dérive, une planche, très peu de chances de survivre. Et bien, dans ce moment précis, j'introduis un dialogue entre ces personnages. Mais un dialogue comme en avoir dans un lieu public, dans un café, où les gens seraient décontractés. Ils engagent un dialogue, à la limite du comique, où ils parlent d'un certain édifice religieux construit à Casablanca. La rumeur voudrait qu'on ait mis la main dans les poches des gens. Mais à un moment, on ne s'attend pas du tout à ce que des personnages comme ça, menacés se mettent à parler. Ça, c'est pour dire un mot un petit peu sur le côté technique. Autre chose, c'est un personnage, à mon avis, que tu n'as... Non, au-delà de ça, un personnage que tu n'as pas mentionné, et qui, à mon sens, c'est vrai que la mère est un personnage central, mais un personnage qui, pour moi, est tout aussi important, c'est le personnage du passeur. Parce que le passeur aussi va parler, il va prendre la parole.
le passeur, celui qui va les aider à traverser. Et vous sympathisez beaucoup avec ce personnage. Ce personnage, a priori, devrait être un personnage ignoble. Il est responsable de tout. C'est quand même le personnage qui, connaissant un petit peu les dangers de la mer, va quand même les embarquer parce que de toute manière il touche sa commission et lui, il fait en quelque sorte, il fait son travail. Ce personnage, finalement, c'est vrai. J'ai une certaine sympathie pour ce personnage. Et quand il parle, eh bien on ne lui en veut pas vraiment. Parce qu'il explique. Il fait son boulot. Il est l'instrument du destin. Et lui-même est victime d'une certaine fatalité. Le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup d'eau devant lui, mais il n'y en a pas du tout qui tombe du ciel. Il y a la sécheresse, il n'y a rien qui pousse. Il a un petit bateau, il pourrait pêcher des poissons, mais les Espagnols ont des grands bateaux beaucoup plus sophistiqués. Ils ne lui laissent rien à pêcher. Jusqu'au jour où quelqu'un vient lui dire, mais écoute, tu ne vas pas laisser ta barque mordre le sable. Il y a des poissons qui viennent de partout. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a même des noirs. Et t'en fais pas, si ton bateau est petit, c'est pas grave parce qu'ils sont prêts à s'entasser comme des sardines. Pourvu que tu acceptes de les transporter. Alors, il dit, moi j'en aurais des histoires à raconter avec tous ces yeux et toutes ces mains accrochées à ma barque. Seulement, on ne paye pas pour raconter, juste pour traverser. Alors je fais traverser. Moi, je fais traverser, c'est tout. J'ai de la sympathie pour ce personnage, parce que, bon, pour différentes raisons, et l'une des raisons, c'est que finalement, je me suis rendu compte que j'étais moi-même un passeur. C'est le personnage dans lequel je me suis le plus retrouvé. Qu'ai-je fait après tout? Eh bien, dans une petite embarcation qui n'est pas bleue comme dans le livre, qui est blanche cette fois-ci, dans laquelle, à l'instar de la Méditerranée et de la mer, on tourne des pages comme on tournerait des vagues, comme les vagues se retournent sur ces malheureux clandestins, eh bien, dans cette embarcation, j'ai installé ces 14 clandestins. 12 hommes, une femme, la femme est enceinte, 14, ces 14 clandestins. Je les ai installés à bord de cette petite embarcation, au péril de leur vie. La preuve, c'est que